Bonjour chez vous et bienvenue sur votre émission Matingol Ringo TV. Aujourd'hui, je vais vous parler toujours de l'immigration. Je vais d'abord commencer par vous expliquer pourquoi j'ai initié cette série des émissions sur l'immigration. Il nous arrive parfois de ne pas avoir le temps de lire. Comme parfois nous n'avons pas le temps de lire, étant donc d'origine africaine, je connais nos habitudes. Il y a très peu de gens qui aiment lire. Veuillez m'excuser si cela peut vous blesser. Aujourd'hui, votre présentateur Raphaël Ngomatsasa. Voilà, Rango TV, aujourd'hui dans Matingol. Matingol ne veut tout simplement dire le matin. C'est dans un jargon congolais de Kinshasa, bien sûr. Alors, nous allons vous parler du Brexit. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette série, de faire cette série d'émissions parlant du Brexit? Je parle du Brexit parce que il y a plein de gens qui ne se sont pas donné de la peine de lire, de comprendre ce qui se passera ou ce qui se passe, ou alors dans leur vie vivant en Europe, qui veulent s'installer en Angleterre. Ceux qui veulent s'installer en Angleterre doivent savoir qu'est-ce que c'est que le Brexit. Ceux qui vivent en Angleterre étant donc étrangers, nous devons tous connaître ce que c'est que le Brexit. Vous savez bien que qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va pas changer. Bon, le Brexit, c'est quoi? Ce sont c'est le nouveau règlement qui a fait que depuis le 31 décembre 2020, la libre circulation en Europe a tout à fait changé. Donc, il y a des choses, il y a bien sûr des choses qui avaient changé, il y a des choses qui n'ont pas changé. C'est ce que je voulais aujourd'hui étudier ensemble avec vous. Vous êtes les bienvenus si vous suivez votre ami, votre présentateur Raphaël. Si vous me suivez, en tout cas, Raphaël Ngoma vous dit un grand bonjour très matinal dans Matingol. Je vous salue tous et sachez que vous êtes dans mon cœur, c'est pourquoi, comme je vous tiens dans mon cœur, aujourd'hui, je vais vous parler. Vous savez bien que je fais ces émissions, une partie en français et une autre partie sera en lingala. Aujourd'hui, l'esprit nous guidera pour savoir si on parlera lingala ou français. Je commence en français, mais peut-être que en vous donnant ces textes, en vous expliquant ceci, on va peut-être faire intervenir un peu en lingala ou alors je ferai cette émission en français et je reviendrai encore une fois en lingala pour le même sujet, parlant du même sujet, pour pouvoir vous étaler cela en notre langue à nous, parce que nos enfants ont le droit d'apprendre aussi la langue lingala. Faire écouter les enfants et leur expliquer cela, car ceci est très important. Brexit, qu'est-ce qui va changer pour les migrants ou pas? À partir du 1er janvier 2021, bien sûr, nous avons tous su que le Brexit plutôt, est entré en vigueur. Je salue tous les amis de Manchester qui auront l'occasion de m'écouter, mais en tout cas, je vous prie de vouloir nous soutenir pour pouvoir réussir cette série des émissions. Fondation Maman Christine Mungi nous encourage déjà et voilà, nous sommes là pour pouvoir demander encore votre appui. Votre appui peut être de n'importe quelle nature que vous voulez. Commencez d'abord par vous abonner sur Rango Tsasa, aimez notre page, aimez notre YouTube et vous allez vraiment aimer et puis partager ou alors s'abonner encore, c'est mieux. Quand vous vous abonnez, prenez votre temps, regardez ne fût-ce que 2 minutes et prenez le temps d'écouter ce qui se suit après. Voilà. Brexit. À l'approche du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, Info Migrant fait le point sur les changements que le Brexit va représenter pour les migrants souhaitant se rendre dans ce pays. Voilà. Ici, aujourd'hui, je vais parler du changement qui s'était opéré pour les migrants qui venaient ici. On doit rappeler et dire aux gens ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Attendu ou redouté depuis des années, le divorce est déjà consommé, donc le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sera donc une réalité le 31 décembre, donc a déjà été une réalité depuis le 31 décembre 2020, comme je vous l'avais dit.
Au terme d'une période de transition d'une année, le Brexit enterrera et a déjà enterré donc en effet réellement en vigueur. Est déjà entré en vigueur ce jour-là, le 1er janvier, et les règles propres à l'Union européenne cesseront d'être applicables pour outre-Manche. Donc voilà. Donc à partir du 1er janvier, les anciennes règles étaient tombées, et voilà, nous sommes avec un nouveau règlement. À l'approche de cette échéance, quand l'échéance est approchée, vous allez comprendre, mon texte sera, je suis en train de parler dans le passé, ce qui va changer et ce qui n'a pas changé. Voilà. Londres et Bruxelles sont parvenus à in extremis le 24 décembre à un accord de libre-échange salvateur pour leurs économies. Mais peu de détails sont disponibles concernant, bien sûr, la situation des demandeurs d'asile et des migrants souhaitant se rendre dans ce pays, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Voilà. Donc ça, c'est un cas spécial, comme je vous avais toujours dit. La Belgique est un pays qui est un royaume. Le royaume de Belgique s'entend très bien et différemment avec les autres pays de l'Union européenne. Il y a quelque chose de différent, un texte qui prévoit des échanges économiques entre les deux pays. Nous ne parlons pas des échanges économiques, nous n'allons pas aller dans les détails. Ce qui nous concerne, c'est de savoir ce que Infomigrant, le point que fait Infomigrant sur ce que l'on sait à l'heure actuelle et sur les changements à venir. Les changements à venir, c'est ce que nous sommes en train déjà de vivre. Fin de l'application du règlement Dublin 3 par le Royaume-Uni. Le règlement dit Dublin, qui détermine un pays européen responsable d'une demande d'asile, va prendre fin outre-Manche. Ce règlement permet de mettre en place des transferts de demandeurs d'asile vers d'autres pays européens, en fonction, plus tard, de temps en temps. Voilà. En fonction du plupart du temps du premier pays d'entrer dans l'Union européenne. Un nouveau règlement visant à remplacer Dublin n'a pas encore été trouvé. Voilà. Pour l'heure, la situation est donc floue. Et cela pourrait être le cas pendant plusieurs mois. C'est-à-dire, le Brexit a commencé, mais il y a certaines négociations qui continuent entre les pays. Par exemple, avec Dublin, il y a encore de pourparlers, des tractations. Ils sont encore en train de discuter sur certains cas à propos de demandeurs d'asile. Le gouvernement britannique a précisé donc qu'en cas d'incapacité à mettre en place un nouvel accord commun entre le Royaume-Uni et les pays membres de l'Union européenne, Londres négocie des accords bilatéraux, donc individuels avec chaque pays, comme je vous l'avais expliqué en avant, un peu plus haut, avec la Belgique. Donc, il y aura peut-être des échanges bilatéraux entre les pays, c'est-à-dire un accord qui leur permet quand même d'être en bon terme. Vous êtes tous sans ignorer que le Brexit, c'est quelque chose vraiment qui, l'Angleterre n'a pas voulu vraiment laisser la circulation libre parce que, en tout cas, selon ma compréhension, il y a beaucoup des immigrants, beaucoup d'immigrants qui viennent ici pour certaines raisons, quoi. Le travail, bien sûr, mais il y a aussi la demande d'asile. Voilà. Tout ça, c'est essayer de limiter un peu. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que économiquement cela leur donne un avantage ou alors ils veulent supporter ça comme ça? Des regroupements familiaux plus incertains. Voilà, donc on aura des problèmes avec plutôt des regroupements familiaux. Conséquence directe du point mentionné plus haut. Donc les réunifications familiales se révéleront plutôt désormais bien plus compliquées à mettre en œuvre, car en absence du règlement Dublin, c'est le droit britannique, beaucoup plus limité en termes d'asile, qui prime, voilà. Donc la loi britannique va primer, donc prime déjà maintenant. Ainsi, jusqu'à présent, Dublin, il permettait
à un demandeur d'asile adulte de déposer une demande au Royaume-Uni dans le cadre d'un rapprochement avec son ou sa conjointe ou avec un de ses enfants, que ces personnes soient citoyennes réfugiées, détentrices d'un titre de séjour quelconque ou simplement demandeuses d'asile. Donc, les mineurs non accompagnés, eux, pouvaient être autorisés à entrer sur les territoires s'ils justifiaient vouloir rejoindre un parent, un frère, une sœur, un grand-parent ou un oncle. Alors, pourquoi pas une tante? Voilà. À relire. Brexit vers un rapprochement familial impossible pour les jeunes migrants rêvant d'Angleterre. Donc, si vous rêvez d'Angleterre avec les regroupements familial, en tout cas, ça devient un peu difficile. Donc, sans Dublin, la donne change pour tout le monde. Une réunification n'est désormais possible que si la personne résidant au Royaume-Uni bénéficie de la protection subsidiaire ou du statut de réfugié. Donc voilà, les réfugiés ont toujours eu la chance d'être un peu favorisés. Et dans cette émission, je vous signalerai ou je parlerai d'un problème tout à fait spécial qui concerne les réfugiés. Nous avons des problèmes sérieux dans la communauté congolaise ici. Ça, c'est presque dans toutes les communautés, les Africains, les étrangers. Si je considère seulement dans la communauté africaine, nous avons des problèmes. Il y a des gens qui sont sans papier dans ce pays et que ils sont en train de tendre vers l'impossibilité de régulariser leur situation. Pourquoi? C'est un problème d'argent. Pourquoi? C'est un problème de règlement. Pourquoi? C'est un problème de droit britannique. Voilà. Donc, sans le règlement de Dublin, 95% de migrants que nous avons aidés ces dernières années n'auraient pas pu être réunis avec leur famille au Royaume-Uni. S'offusque donc Marie-Charlotte Fabier, directrice de l'ONG Safe Passage International, active auprès de demandeurs d'asile en Grèce, en France et en Angleterre. Voilà. Ça, c'est un exemple qu'on a donné de ce que les gens ont essayé d'aider les autres. Peu d'applications directes pour les migrants non européens. Pour les migrants non européens, le Brexit aura peu d'implications directes, expliquant. Donc, Info Migrants avait expliqué donc avec Alexander Betts, professeur spécialiste de la migration forcée et des affaires internationales à l'université d'Oxford. Voilà. Immigration en Angleterre dévoile son système à points. Le système à points, je vous avais expliqué dernièrement, on en parle encore ici parce que ici je suis dans le général pour essayer de parler de ce qui a changé et ce qui ne va pas changer. Vous avez déjà compris que les Ngunda ont la chance d'avoir un peu des règlements, de tomber sur le règlement, bien sûr, le droit britannique, mais ils sont quand même favorisés parce que vous êtes tous sans ignorer que les réfugiés politiques ou les migrants réfugiés ou les demandeurs d'asile sont protégés par la Convention de Genève et il y a aussi le HCR qui s'en occupe parfois. Donc, pour les migrants en situation irrégulière à Calais, la situation devrait être la même. Voilà. L'obligation de protéger les réfugiés toujours en vigueur. La sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni ne remet pas en question le fait que le pays est signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Cette convention impose notamment le principe de non-refoulement selon lequel un réfugié ne devrait donc pas être renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté sont gravement menacées. Si vous êtes vraiment en danger, rassurez-vous, vous ne serez pas renvoyé dans votre pays d'origine ou dans un autre pays où votre liberté est menacée. Je disais pour les migrants en situation irrégulière à Calais, la situation devrait être la même. Pour les migrants présents dans la région de Calais et qui essaient de se rendre illégalement en Angleterre, peu de changements sont à prévoir. La frontière en France et le Royaume-Uni est en effet gérée par les accords de Touquet.
qui ne sont pas remis, qui ne sont pas remis bien sûr en cause par le Brexit. Ces accords avaient été mis en place pour interdire le passage de non-ressortissants de l'Union européenne sans visa vers le territoire situé hors de zone Schengen. Voilà, vous êtes tous sans ignorer que le Royaume-Uni n'est pas dans la zone Schengen. À noter toutefois qu'à l'approche du jour J, la sécurité a été renforcée dans la région, une vigilance accrue et séjours si observé autour du trafic de poids lourds. Voilà, ils ont dû mettre une sécurité terrible pour le poids lourd. Bon, je vous avais promis de parler de ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. 3 ans et demi après le référendum de 2016, le Royaume-Uni a officiellement donc quitté l'Union européenne depuis le 31 janvier. Nous sommes donc en 2021. Il est donc pourtant loin de larguer brutalement. C'est les amarres, bien sûr. Donc, on ne peut pas larguer les amarres brutalement. Frontières, formalités de séjour, souveraineté. Voilà. Passage en revue de ce qui a changé dès le 1er février, de ce qui prendra plus de temps. Voilà. It is time for change, déclarait Boris Johnson. Vous êtes tous sans ignorer que Boris Johnson, c'est le Premier ministre de l'Angleterre. Donc, du Royaume-Uni, c'est le Premier ministre, il s'appelle Boris Johnson. Lors de la campagne interne du Parti conservateur pour la succession de Theresa May, en juillet 2019, du changement, il y en a eu, bien sûr, depuis. Désormais, le désormais Premier ministre donc a négocié un nouvel accord de sortie, regagné sa majorité et permis l'achèvement du Brexit au 31 janvier 2020 à minuit, ce qui est déjà donc en application, vous êtes bien au courant. Voilà. Donc, depuis le 31 janvier 2020 à minuit, Brexit est en application. Il faudra donc cependant un peu plus longtemps avant d'assister à la révolution espérée par les Brexiters. Cette date marque surtout de plus d'une nouvelle phase de négociation. Voilà. Est-ce que si on disait ce qui a changé le 1er février, le Brexit marque toutefois un changement symbolique majeur. Le Royaume-Uni est désormais un pays de l'Union européenne, un pays tierce de l'Union européenne. Il a ainsi perdu certains privilèges de l'appartenance à l'Union européenne, mais a également gagné une certaine liberté dans ses relations extérieures. Voilà. Je vais recommencer à bien expliquer ceci pour la bonne compréhension. Le Brexit a toutefois donc marque toutefois un changement symbolique majeur. Le Royaume-Uni est donc désormais un pays tierce de l'Union européenne. Il a ainsi perdu certains privilèges de l'apparence à l'Union européenne, mais également gagné une certaine liberté dans ses relations extérieures. Les élus et autorités britanniques ne peuvent plus ne prennent plus part aux décisions européennes. Ça, c'est déjà un changement très, parce que quand on prenait des décisions européennes, les élus et les autorités britanniques participaient quand même aux réunions de l'Union européenne. Mais cette fois-ci, c'est fini depuis le 1er janvier. Ils ne participeront plus et ils n'ont plus jamais participé déjà. Donc, dans les situations politiques législatives et budgétaires de l'Union européenne, les décisions sont désormais prises à 27 États membres. Donc, il y avait 28 États membres de l'Union européenne, maintenant il n'en reste que 27. Ça veut dire, moins l'Angleterre, il en reste 27. Les 73 eurodéputés britanniques qui ont siégé pour la dernière fois à Strasbourg, mi-janvier, ont fait donc leurs adieux définitifs au Parlement européen. Le 29 janvier,
À Bruxelles, les sièges laissés vacants ne sont cependant pas réattribués. Seuls 27 d'entre eux reviennent à des députés d'autres pays, déjà élus en mai 2019 et en attente d'investiture. Le Parlement accueille donc notamment 5 élus français supplémentaires. Les 46 autres sièges restent vides en prévision d'éventuels élargissements de l'Union dans les années à venir. Donc, vous avez tous compris que l'Union européenne peut-être envisagerait d'élargir encore l'Union européenne. Voilà. Nous devons aussi parler du Brexit. À quoi le Parlement européen ressemblera-t-il sans le Royaume-Uni? Voilà. Ça, c'est un problème qui viendra. Côté Commission européenne, le commissaire britannique n'a pas donc été remplacé le 1er décembre dernier. Donc, l'institution est ainsi composée de 27 membres, dont sa présidente. Côté Conseil. Côté Conseil, donc nous disons les ministres du gouvernement britannique ne siègent plus au Conseil de l'Union européenne et le Premier ministre ne participe plus au Conseil européen, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Ce sont là, je suis en train de vous énumérer les changements, ce qui a changé. Donc, par ailleurs, les nouvelles négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ne sont plus conduites par le ministre en charge du Brexit, dont le poste et le ministère sont supprimés. C'est désormais donc une Task Force Europe, dirigée par l'actuel conseiller européen de Boris Johnson, David Frost, comment il s'appelle, qui prend donc le relais. Les représentants du Royaume-Uni qui quittent ensemble des institutions et organes consultatifs de l'Union européenne. Le pays donc perd également des représentants au sein des 2 autres institutions européennes, la Cour des comptes et la Banque centrale, mais aussi au sein des organes consultatifs de l'Union européenne, comme le Conseil économique et social européen, le CESE, voilà, ou le Comité européen des régions, CDR. Voilà, ce sont les quelques changements. Les citoyens britanniques perdent leur droit de vote aux élections locales de l'UE, de l'Union européenne. Donc, les citoyens britanniques ne voteront plus. Le Royaume-Uni est désormais autorisé à signer des accords libre-échange, des accords de libre-échange, bien sûr. Ce qui n'a pas changé le 1er février, c'est quoi? Le 1er février marque le début d'une période de transition qui ont théoriquement donc duré jusqu'au 31 décembre 2020. Elle peut être prolongée d'un commun accord, bien sûr. Pendant cette période, le Royaume-Uni doit négocier avec l'Union européenne ce que seront plutôt des relations futures entre les deux pays, donc dans plusieurs domaines: commerce, défense, sécurité, éducation. Des changements qui devraient donc prendre effet à l'issue de la période de transition. En attendant, donc, le Royaume-Uni reste de fait intégré, intégré à nombre de politiques européennes, même si en tant qu'État, il ne prend plus part à leur élaboration. Voilà. L'application du droit de l'Union des normes européennes, le Royaume-Uni, qui fait encore partie du marché unique au cours de la période de transition, doit donc continuer à appliquer le droit européen existant et celui mis en place au cours de la période de transition. Une fois donc cette période terminée, il sera en théorie libre de fixer ses propres règles. Donc, les Anglais, si vous voulez, sont encore un tout petit peu la corde au cou pendant quelque temps. Par ailleurs,
qu'un accord de libre-échange soit conclu ou entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, l'accord de sortie Brexit, donc deal, prévoit un dispositif particulier en Irlande du Nord où certaines normes plutôt européennes continueront de s'appliquer au-delà de la période de transition. L'objectif étant donc que l'Irlande du Nord et la République d'Irlande respectent des règles similaires. Les engagements internationaux, du Royaume-Uni. Qu'en est-il au juste? Le Royaume-Uni reste soumis jusqu'à la fin de la période de transition aux accords internationaux signés par l'Union européenne en son nom, selon donc l'article 129 de l'accord de sortie. Voilà. Et par la suite, il ne sera plus nécessairement libéré de tout engagement. Par exemple, à l'issue de la période de transition, le pays n'aura plus à s'aligner sur les objectifs européens en matière de lutte contre le changement climatique dans le cas de l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Cependant, puisqu'il est aussi donc partie de l'accord, il est aussi partie de l'accord à l'accord de Paris en tant qu'État à part entière, il sera tout de même d'actualiser ses promesses nationales et de réduction des émissions de CO2. Le pays donc devra ainsi rehausser ses objectifs climatiques ou quitter l'accord. Cela devrait donc néanmoins pas poser de problème. Les objectifs du Royaume-Uni a établi dans sa loi sont déjà supérieurs aux objectifs européens. Voilà, donc je vous disais que le Royaume-Uni a un peu la corde au cou parce qu'ils sont obligés de respecter certaines normes. Donc il y a une certaine sorte de réglementation qu'ils doivent absolument suivre malgré la période de transition. La participation du pays au programme Erasmus. Le Royaume-Uni ne poursuit pas donc sa participation à Erasmus+ jusqu'à la fin de la période de transition. Donc, s'il souhaite toujours en bénéficier par la suite, il doit donc auparavant nouer un accord bilatéral. Quitte à eux à réfléchir donc sa contribution Erasmus+ n'étant pas limitée aux États membres, aux États membres de l'Union européenne. Voilà. La libre circulation entre les deux Irlandes. Ça, c'est un autre problème aussi. Le sujet a donc cristallisé des tensions, bien sûr, hein, parce que les deux Irlandes, il y a toujours des problèmes par là. Donc, les tensions au cours des négociations, mais une solution a fini par être trouvée. La liberté de voyager entre l'Ulster, Irlande du Nord, et la République d'Irlande reste effective après le Brexit. Donc, et même après la période de transition, bien sûr. Même chose pour les marchandises qui continuent à circuler librement. Voilà. Le contrôle des frontières et la politique migratoire. Là aussi, de ce côté-là, la politique migratoire, il y a le changement. Le Royaume-Uni n'est pas voilà. Le Royaume-Uni n'est pas un membre de l'espace Schengen. Sa frontière avec le reste de l'Union européenne peut donc faire l'objet de contrôle, dans un sens comme dans l'autre. Seule une exception notable, les ressortissants européens et britanniques qui souhaitent traverser la Manche n'ont qu'à montrer une pièce d'identité en cours de validité. Une falsification qui reste en vigueur après le Brexit, mais pourrait changer à l'issue de la période de transition. Je répète ceci parce que ce sera donc la fin de notre émission. Le contrôle des frontières et la partie migratoire. Le Royaume-Uni n'est pas donc membre de l'espace Schengen.
sa frontière avec le reste de l'Union européenne peut donc faire l'objet des contrôles, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, par là et par ici, en entrant ou en sortant. Qui souhaite donc seule exception notable, les ressortissants européens et britanniques qui souhaitent donc traverser la Manche n'ont qu'à montrer une pièce d'identité, bien sûr, en cours de validité, une falsification qui reste, une falsification plutôt qui reste en vigueur après le Brexit. Après le Brexit. Voilà. Donc, ceux-ci pouvaient ainsi facilement s'installer, travailler ou étudier au Royaume-Uni. Et investissement pour les Britanniques expatriés sur le continent. Voilà, nous avons beaucoup à dire, mais en tout cas, ce que je voulais vous faire comprendre, il y a certaines choses qui ont changé et il y en a qui n'ont pas du tout changé. Si vous avez eu le temps d'écouter cette émission, en tout cas, veuillez nous encourager. Si c'est trop long, veuillez nous le dire aussi. Mais à la fin, veuillez donc cliquer sur la petite sonnette, faire une notification, comme ça, vous aurez l'occasion de nous réécouter, de vous revoir nos émissions dès qu'on les lance. Comme j'avais promis, tous les 2 jours, vous aurez une émission par rapport à ça. C'est une série des émissions qui continueront. Mais par manque de temps, j'épinglerai au cours d'une autre émission la situation des irréguliers dans le Royaume-Uni. Et je vais peut-être motiver les amis de Manchester pour des cas tout à fait spéciaux parce qu'il n'y a pas qu'un seul. Voilà. Raphaël Ngoma, votre présentateur. Aujourd'hui, avec notre série d'émissions Conseils et orientation. En tout cas, nous avons parlé de EU Settlement dernièrement. Maintenant, nous venons de vous parler de ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Le Brexit, c'est quelque chose. Le Brexit, c'est une loi. Le Brexit, c'est des règlements. Est-ce qui en bénéficie? L'Angleterre a-t-il des avantages? On vous parlera prochainement des avantages du Brexit. Et nous irons aussi loin en vous parlant des avantages et des avantages, bien sûr. Hein. On ne va pas dans le pros and cons, on dira pour parler de pour et le contre du Brexit. Chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Rango Consultant est là pour les étudiants. Rango Consultant est là pour les amis. Avec la fondation Mama Christine Mungi, vous avez tous suivi que nous avons organisé cette série des émissions pour vous informer. Toujours dans le souci de vous informer, on reviendra encore une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite sonnette pour une notification en cas de prochaines émissions. J'ai dit et j'ai terminé. C'était votre présentateur, votre ami